L'illusion de la démocratie est soigneusement entretenue. Nous sommes gouvernés par des dirigeants qui prétendent être démocratiques et qui nous forcent à jouer selon leurs règles. En réalité, beaucoup de gens acceptent cela volontiers. On disait que le choc viendrait de Bruxelles. Il n'est pas venu de là. Il est venu d'un studio discret aux Pays-Bas, où une jeune commentatrice a regardé la caméra et, sans bruit ni mise en scène, a exposé ce que des millions d'Européens murmurent et que peu osent dire à voix haute. Son message a traversé le brouhaha. L'Europe donne l'impression d'être dirigée par une main lointaine. Des mots élégants, des slogans brillants et des décisions qui pèsent lourdement sur les gens ordinaires. Cette vidéo s'est propagée rapidement, non parce qu'elle criait, mais parce qu'elle était calme et méthodique. Elle exprimait une frustration qui grandit au-delà des frontières. Les électeurs voient des institutions promettre la paix et livrer la confrontation, promettre la transparence et conclure des accords à huis clos, promettre la prospérité et livrer une crise du coût de la vie qui dévore les salaires avant la fin du mois. Qu'on soit d'accord avec elle ou non, l'attention qu'elle a suscitée n'était pas un hasard. Comment pouvez-vous ne pas avoir honte de promouvoir le pacte migratoire, alors que des millions de femmes et d'enfants en Europe se sentent en danger, menacés dans les rues de leur ville? C'était un signal de reconnaissance. Quelque chose dans son ton disait « Je ne suis pas ici pour flatter le pouvoir. Je suis ici pour poser des questions fondamentales pour lesquelles on ne devrait jamais être puni. » Orwell ne vieillit pas, parce que la nature humaine ne vieillit pas non plus. La voix néerlandaise a utilisé l'inversion familière, la guerre présentée comme le chemin vers la paix, la censure vendue comme la protectrice de la liberté d'expression, les règles d'urgence expliquées comme temporaires, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Cette rhétorique frappe fort parce que les gens en ont ressenti les effets dans leurs fils d'actualité et leurs groupes de discussion. Les années de pandémie ont brouillé la frontière entre urgence publique et mauvaise gestion. Les batailles de l'information qui ont suivi ont transformé les voisins en vérificateurs de faits et les discussions familiales en tribunaux nocturnes. L'enjeu n'est pas de crier que tout est de la propagande. L'enjeu est de rappeler que les mots ont un poids. Et lorsque l'écart entre les slogans et les résultats s'agrandit, la confiance ne se plie pas, elle se brise. Quand cela arrive, même les bonnes politiques commencent à ressembler à des manœuvres de pouvoir. Lorsque les dirigeants parlent en abstraction polie, pendant que les citoyens comptent les euros à la station-service, il n'est pas nécessaire d'invoquer une théorie du complot pour expliquer la colère. Il suffit d'un miroir. Voici la vérité inconfortable au cœur de cette tempête. Dans l'Union européenne, personne ne vote directement pour le président de la Commission. La chaîne démocratique est indirecte. Les élections nationales façonnent les parlements. Les parlements choisissent les groupes politiques. Les groupes forment des majorités. Et ces majorités élisent finalement le président de la Commission. Voilà le système sur le papier. Mais la légitimité est une chose vivante. Elle se nourrit du consentement public. Les citoyens acceptent les règles tant que les résultats paraissent responsables et justifiables. Ma perdante de la semaine, c'est Ursula von der Leyen. Lorsque les décisions semblent à la fois lointaines dans leur fabrication et intimes dans leurs conséquences sur les factures, les entreprises, les exploitations agricoles, cette chaîne de légitimité ressemble à un fil tendu au-dessus d'un canyon. On peut garder un équilibre juridique parfait et perdre quand même la foule. C'est la charge émotionnelle derrière ce monologue néerlandais. Non pas une leçon de droit, mais un verdict de légitimité. Qui parle pour moi lorsque les coups arrivent à ma porte. Puis vient la partie de l'histoire qui refuse de disparaître. Les messages, textes disparus. Même si le contexte est complexe, même si les achats en temps de crise ont été chaotiques partout, le public comprend une chose très clairement. Si l'État peut exiger l'accès à vos messages privés au nom de la sécurité, alors les citoyens doivent pouvoir lire ceux des dirigeants au nom de la responsabilité. Lorsque des milliards d'euros d'argent public sont en jeu, l'image n'est plus simplement mauvaise, elle devient toxique. Les tribunaux ont exigé de la transparence. Les organismes de surveillance ont posé des questions. Et le public, qui avait beaucoup pardonné pendant l'urgence, est entré dans une nouvelle phase. Prouvez-le. Prouvez que les documents existent. Prouvez que le processus était propre. Prouvez que lorsque vous avez dit « temporaire », cela valait pour tout le monde.
y compris pour vous. Dans le débat sur le contrôle des discussions privées, 3 mots paraissent simples jusqu'à ce qu'on imagine leur application concrète. Protéger les enfants n'est pas politique, mais la logique du secret fonctionne dans les deux sens. Créer des systèmes de surveillance, c'est aussi créer des leviers qui pourront être utilisés plus tard à d'autres fins. L'Europe connaît cette histoire. Elle a écrit des bibliothèques entières sur les abus de pouvoir de l'État. Les défenseurs de la vie privée ne jouent pas à la rébellion numérique. Ils invoquent des leçons anciennes, écrites à l'encre dure. La migration est le point de collision entre la morale et les chiffres. Pour certains, le pacte est une trahison. Pour d'autres, une nécessité. Les deux positions contiennent une part de vérité selon l'endroit où l'on vit. Les citoyens ne se soucient pas des acronymes. Ils se soucient des écoles saturées, des refuges pleins, des listes d'attente qui s'allongent. Le pacte vert européen devait être un grand pari sur l'avenir. Dans certaines régions, il l'est. Dans d'autres, il ressemble à une taxe sur la vie quotidienne. La politique climatique réussit lorsqu'elle ressemble à un échange équitable. Elle échoue lorsqu'elle ressemble à un fardeau. La sécurité est le domaine où l'Europe est passée brutalement de l'insouciance à l'alerte maximale. Mais demander des sacrifices sans clarté ni honnêteté est une erreur. Les citoyens ne sont pas allergiques à l'effort. Ils sont allergiques au mépris. La question finale n'est pas de savoir qui est le pire dirigeant. C'est une question de confiance. Un style brillant combiné à une structure distante produit un sentiment d'irresponsabilité permanente. La solution n'est ni un nouveau slogan, ni une nouvelle image. C'est l'humilité, accompagnée d'une transparence mesurable. Publier plus tôt, inviter le contrôle, reconnaître les erreurs. Les électeurs pardonnent l'imperfection, pas l'arrogance. L'Europe n'a pas besoin d'un sauveur ni d'un ennemi. Elle doit être gouvernée comme une république d'adultes. Cela commence par la plus ancienne technologie politique qui existe. Dire la vérité, montrer son travail et laisser le peuple voir. L'Europe n'a pas besoin d'être sauvée par une icône ni détruite par la recherche d'un coupable unique. Elle doit être gouvernée comme une communauté d'adultes responsables. Une union fondée sur le droit, la mémoire et des leçons durement acquises ne peut pas survivre uniquement grâce aux slogans. La confiance ne naît pas de discours bien polis ni de sommets soigneusement mis en scène. Elle se construit par la cohérence, l'honnêteté et la responsabilité. Cela implique que les dirigeants parlent clairement, même lorsque la vérité dérange. Ils doivent expliquer non seulement quelles décisions sont prises, mais pourquoi elles le sont, qui en bénéficie, qui en paie le prix et pour combien de temps. La transparence ne peut pas être sélective, elle ne peut pas être exigée des citoyens tout en étant refusée à ceux qui gouvernent. Si la vie privée compte, elle doit compter pour tous. Si des sacrifices sont nécessaires, ils doivent être partagés et justifiés avec précision. Montrer son travail n'est pas une faiblesse en démocratie, c'en est le fondement. Publier les documents le plus tôt possible. Accepter le contrôle avant que les tribunaux ou les journalistes ne l'imposent. Reconnaître les erreurs avant que les opposants ne les transforment en accusations permanentes. Les électeurs pardonnent plus facilement les erreurs que l'arrogance, l'imperfection que le déni. Ce qui détruit la confiance, ce n'est pas l'échec, mais le refus de l'admettre. La force de l'Europe a toujours été sa capacité à équilibrer les idéaux et le réalisme. La sécurité, le climat, la migration et l'économie exigent des choix difficiles. Considérer les citoyens comme incapables de comprendre ces compromis est le moyen le plus sûr de les perdre. Les peuples acceptent les efforts lorsqu'ils sont respectés, informés et associés aux décisions. Ils les rejettent lorsqu'ils se sentent gérés à distance, ignorés ou noyés dans des abstractions. Réduire l'écart entre les institutions et les citoyens ne passera pas par des récits plus bruyants, mais par une écoute plus proche. Cela commence par les maires, les travailleurs, les agriculteurs, les parents, les petites entreprises. Les politiques doivent être jugés non pas à l'aune des communiqués de presse, mais à celle des factures mensuelles, des services publics et de la réalité quotidienne. La démocratie ne se maintient pas par la communication, mais par la confiance. Et la confiance naît là où la vérité est pratiquée chaque jour. Dire la vérité, montrer les faits,
accepter le contrôle et laisser les citoyens voir non seulement la promesse de l'Europe, mais aussi sa preuve.